Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder en ce moment trois actions PEA à dividendes qui sont Pernod Ricard, L'Oréal et ASML. Voilà, qui baissent en ce moment pas mal, qui dégringolent. On va regarder les différents problèmes qui poussent ces entreprises à la baisse, à des niveaux de valorisation qui deviennent pour le coup plutôt attractifs. Si on prend l'exemple de Pernod Ricard, rien que là, depuis avril 2023, donc en gros un an et demi, on a perdu 49%. Si on regarde du côté de l'histoire, enfin du côté de l'historique de Pernod Ricard, la dernière fois qu'on a perdu autant en valorisation, c'était en 2008 où voilà, vous avez eu à peu près une baisse de 52%. Donc elle peut encore baisser à mon avis, voilà, elle peut encore baisser. Alors là on est à 49% de baisse face à 52 pour la période financière, la crise financière. Voilà, on peut encore baisser. Qu'est-ce qui se passe actuellement voilà, aux 105 euros? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Aujourd'hui, on paye environ 18 fois les bénéfices. Le rapport trimestriel est d'ailleurs tombé avec les ventes. Écoutez, les ventes continuent de baisser. Au niveau du bénéfice opérationnel, forcément, quand vous avez des marges, quand vous avez des ventes qui diminuent, souvent, voilà, vos marges opérationnelles ont tendance à baisser. Alors là, c'est que pour le coup, Pernod Ricard ont délivré quand même un très très bon deuxième semestre, puisque voilà, on a quand même des marges qui se sont maintenues. Donc j'imagine que, voilà, premièrement, ils ont eu leur augmentation de prix qui a été passée aux consommateurs. Et en plus de ça, à mon avis, voilà, ils ont dû faire des plans de restructuration où un gros effort en tout cas a été fait sur les coûts, puisque voilà, vous avez une croissance négative du chiffre d'affaires et pourtant vous avez quand même une marge en augmentation. Donc c'est quand même un très très bon signe de Pernod Ricard sur sa gestion des coûts. Voilà, ça c'est excellent. Donc ce que je voulais vous montrer, donc c'est surtout voilà au niveau de la valorisation, il y a pas mal de choses à dire sur Pernod Ricard. Je vous ai préparé un DCF pour vous montrer globalement à quoi s'attendre en termes de value, de fair value, de valeur intrinsèque de Pernod Ricard. Donc comme d'habitude, je vous ai fait un DCF. Alors pour le coup, le DCF, vous allez voir, il est un peu spécial. C'est pour ça qu'il faut le prendre avec des pincettes. Le souci de Pernod Ricard, c'est que déjà, on ne peut pas prendre les free cash flow puisque vous avez des effets de déstockage, de BFR qui vont venir fortement impacter le free cash flow. Donc c'est impossible en fait d'avoir un free cash flow stable et qu'on peut prendre comme mesure pour un DCF. Donc je vous ai pris des bénéfices nets ajustés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les bénéfices d'exploitation, j'ai retiré les intérêts payés pour la dette et ensuite j'ai soustrait le taux de taxation. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris directement le bénéfice net? Eh bien tout simplement parce que voilà, on a des charges exceptionnelles. Si on regarde voilà, dans les revenus, vous voyez ici, vous avez produits et charges exceptionnelles, 600 millions. Ces charges exceptionnelles-là, elles vont disparaître dans le prochain semestre. Donc, il vaut mieux ajuster ces chiffres-là. Donc, je vous ai pris le bénéfice net ajusté, encore une fois, de 2 milliards d'euros. Ah ça, pardon, je me suis trompé sur la croissance. Pernod Ricard annonce une croissance de 4 à 7% à moyen terme, donc on va dire environ voilà, sur les 3 à 5 prochaines années. Et en plus de ça, elle anticipe une augmentation de sa marge opérationnelle de 50 à 60 points de base. Actuellement, on a une augmentation de la marge opérationnelle d'environ 27%. Donc, on peut voilà, estimer dans 5 ans une augmentation de la marge opérationnelle qui va passer de 27 à 29,5 à peu près par là, ce qui représente une augmentation de 10% de la marge opérationnelle ou de 300 points de base environ. Donc ça, c'est pas inclus dans le chiffre de 4%. Et donc, voilà, si on prend notre chiffre de 4%, qu'on y soustrait le cash, qu'on y ajoute la dette et qu'on prend en compte voilà, le nombre d'actions, vous obtenez une fair value de 126 euros. Donc voilà, ça fait quand même un upside. Maintenant, ce qui est important de prendre en compte, et je voulais préciser d'ailleurs ici, c'est que le DCF, il est réalisé avec des données ajustées, que les bénéfices peuvent encore diminuer durant le prochain trimestre, et d'ailleurs ils vont annoncer bientôt le second semestre, et qu'il y aura également une probable taxe sur le CAC 40 dont on ne connaît pas encore le montant. Donc ça, c'est uniquement si on prend en compte les projections de Pernod Ricard, projections qui ont été annoncées par le management et qui devraient se réaliser. Donc ça, c'est uniquement voilà, la fair value si la tendance se retourne et que voilà, vous avez entièrement confiance dans le management de Pernod Ricard. Par contre, si c'est le cas, si vous avez entièrement confiance dans le management de Pernod Ricard, voilà, les 126 euros, c'est uniquement le bas de la fourchette de la fair value, de la valeur intrinsèque. Puisque là, pour le coup, quand on prend en compte les augmentations de marge opérationnelle, ça va vous faire une croissance beaucoup plus importante puisque vous allez gagner quasiment 2%
de croissance par an. Donc si on prend en compte voilà, les augmentations de marge, vous passez de 4 à 6% d'augmentation du bénéfice. Donc ça, 4%, c'est le bas de la fourchette. Eux, ils anticipaient entre 4 et 7%. Donc si on ajoute les 2% d'augmentation de marge aux 7% qui représentent le haut de la fourchette, ça nous donne bien un 9%. Et là, donc, ça vous donnerait en gros voilà, le bas et le haut de la fourchette auquel s'attendre pour Pernod Ricard. Et encore une fois, si vous avez confiance dans le management. Donc voilà, ça vous fait une fair value autour des 167 euros si, encore une fois, vous avez une croissance qui se matérialise. On pourrait d'ailleurs ajouter les rachats d'actions, puisque Pernod Ricard réalise quand même quelques rachats d'actions. Pardon, ouais, je me suis trompé sur la valeur, 0,5%, voilà. Et donc ça vous ferait même une fair value de 171 euros en prenant en compte les rachats d'actions qui sont effectués. Donc voilà, 171 euros plus le dividende de 4%. Voilà, c'est quand même, enfin, ça reste quand même assez intéressant au niveau de l'upside potentiel. Maintenant, au niveau de la valorisation plutôt avec des multiples, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que voilà, tendance baissière sur les valeurs du luxe, ça peut encore diminuer. On l'a vu, hein, là on est à 49% environ de baisse par rapport au plus haut. On a déjà atteint les 51% pendant la période de la crise financière, donc ça peut encore baisser. Voilà, c'est vrai que moi je ne la verrai pas non plus baisser en dessous voilà, des niveaux, du niveau qui a été atteint pendant le Covid, 101, ça peut continuer à baisser, mais voilà, on aura quand même une résistance, enfin un support majeur sur les 101, on verra comment ça se passe, hein. Il y a de fortes chances qu'on vienne le tester. En tout cas, voilà, c'est que si par contre on casse ce support, ça risque de dégringoler et de descendre encore plus, hein, que ce soit sur voilà, les 90 ou les 80 et quelques. Donc voilà, faites attention, en tout cas sur Pernod Ricard, on est quand même sur le cas d'un couteau qui tombe. Ne vous précipitez pas sur le dossier, allez-y tranquillement, rentrez en plusieurs fois et espacez vos investissements. C'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Il vaut mieux voilà, rater le train, imaginons si ça repart de 30-40%, que ça revient sur les 140-150. Il vaut mieux rater le train sur Pernod Ricard plutôt que d'être surinvesti sur un couteau qui tombe. Ça, c'est vraiment le gros risque avec ces valeurs décotées. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que tendance baissière sur les valeurs du luxe. Actuellement, on a une valeur d'entreprise sur l'EBIT. Il vaut mieux prendre cette valeur-là, comme on l'a vu, plutôt que le bénéfice net. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des éléments exceptionnels qui vont fausser la valorisation. EV sur EBIT de 11 sur Pernod Ricard. En moyenne, sur les 5 dernières années, on était à 18. Donc voilà, c'est justifié pour le coup, hein, puisqu'on a une baisse des bénéfices, un manque de visibilité à court terme. Ils vous disent qu'à moyen terme, à 4-5 ans, on aura une croissance plutôt importante, mais pour le coup, à court terme, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Donc le discount est pour le coup justifié. Maintenant, quand on regarde au niveau de l'évaluation des multiples des pairs, Diageo, qui elle marche un peu moins bien, hein, voilà, d'un point de vue opérationnel, elle a moins de croissance des ventes et des marges opérationnelles qui sont pas aussi stables. Elle se valorise pourtant plus, davantage. Brown-Forman, qui est l'équivalent américain, elle, bah là, il y a carrément un premium qui est payé parce que c'est une valeur américaine. Pourquoi il y a un premium qui est payé? Parce qu'il y a énormément de flux qui vont vers les États-Unis. Vous le savez, hein, le S&P 500 écrase tous les indices boursiers au monde depuis un an et même depuis plusieurs années, hein. Donc, les flux permettent à Brown-Forman de continuer à être bien valorisé. Donc là, il n'y a absolument aucun discount, hein, sur la valeur. Cointreau, vous payez 11 fois pareil les bits et Campari 16 fois. Donc vous voyez que finalement, Pernod Ricard est la moins valorisée de toutes et pourtant, parmi toutes ces valeurs, c'est la plus résiliente. Diageo, on l'a dit, elle résiste moins bien. Brown-Forman, c'est pareil, elle résiste moins bien. Cointreau, ça reste une valeur très délicate puisqu'elles sont vraiment concentrées sur quelques spiritueux haut de gamme, hein, et il y a vraiment des cycles dedans, encore des cycles qui sont encore plus prononcés que pour les liqueurs comme Pernod Ricard. Mais voilà, Cointreau, ça reste quand même une entreprise qui a extrêmement souffert, qui risque de continuer de souffrir et qui en plus de ça, niveau voilà, financier, voilà, génération de trésorerie, c'est quand même assez catastrophique puisque une année sur deux, vous avez une génération de cash qui est négative pour Cointreau. Donc niveau fondamentaux, Cointreau est valorisé au même niveau que Pernod Ricard et pourtant la qualité est bien inférieure. Et ensuite vous avez Campari qui là aussi est une petite entreprise italienne mais qui souffre également et qui est davantage valorisée. Donc vous voyez que pour l'instant, pour l'étude des multiples, vous êtes la moins valorisée de tout le secteur. Et en plus de ça, voilà, au niveau du DCF, on a pour l'instant voilà, une approche qui est plutôt optimiste, qui est plutôt optimiste sur le dossier Pernod Ricard. Ce que je vous mettais ici, c'est la hausse des marges EBIT de 10%, donc de 300 points de base pour 5 ans, qui va permettre de soutenir la croissance. Et enfin, pour le cas de Pernod Ricard, contrairement voilà, à d'autres valeurs qui se font exploser dans le CAC 40,
vous avez uniquement un problème de macro. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Uniquement un problème de macro, donc une fois que la conjoncture reviendra, vous aurez une croissance qui reviendra à des taux un peu plus sains. Donc voilà, pas de souci pour Pernod et on peut éventuellement voilà, toucher les 100. Si on se met par exemple sur Zone Bourse, là je vous mettais L'Oréal parce que c'est la prochaine action qu'on va regarder. Mais si on regarde du coup Pernod Ricard, qu'est-ce que dit Zone Bourse au niveau des graphiques? Voilà, on a une résistance sur les 102. Et sinon, voilà, vous avez des niveaux de support sur les 99, les 91 et les 83. Après, voilà, si on baisse encore en dessous de ces niveaux-là, c'est qu'il y a forcément un problème qui est plus que conjoncturel. Donc voilà, là, il faudra faire attention. Mais en tout cas, voilà, vous êtes quand même sur un gros couteau qui tombe. Donc allez-y avec parcimonie, rentrez en plusieurs fois. On va passer sur le dossier. L'Oréal qui par contre elle se porte extrêmement bien, pourtant voilà elle dévisse en bourse, hein. Si je vous mets voilà L'Oréal également qui dévisse, hein, en bourse, hein. On a atteint sur à peu près, voilà, on est à peu près à moins 30% depuis le top qui a été atteint. Alors le top pour le coup il était quand même extrêmement valorisé, hein. Quand on était autour des 460 euros, on était à voilà, quasiment 40 fois les bénéfices. Voilà, c'est pas normal qu'une boîte comme L'Oréal se valorise à 40 fois les bénéfices. Donc là pour le coup on a atteint des niveaux qui sont quand même beaucoup plus corrects. Voilà, 27 fois les bénéfices. Moi, c'est des niveaux qui me paraissent tout à fait cohérents pour quelqu'un qui veut rentrer pour du long terme. Au niveau des résultats, vous voyez ce que je voulais vous montrer comparativement à Pernod Ricard, c'est le maintien des marges. Pourquoi est-ce que L'Oréal est une boîte qui est beaucoup plus résiliente que par exemple LVMH? C'est que là, ici, sur le premier semestre, vous avez eu une croissance du chiffre d'affaires d'environ 7,5% et également une augmentation du résultat d'exploitation. Donc les marges se maintiennent quand vous avez une croissance du chiffre d'affaires qui est plutôt importante. Maintenant, sur le premier trimestre, enfin maintenant sur le troisième trimestre, vous avez toujours une croissance positive, une croissance qui a diminué, hein, bien sûr, mais une croissance positive d'environ 3%. Donc ça pourrait dire que voilà, on devrait avoir des marges qui se maintiennent plus ou moins. Donc ça c'est quand même un excellent signe pour L'Oréal, contrairement à des boîtes comme LVMH voilà, qui perdent du chiffre d'affaires et dont les marges voilà, dégringolent. Donc là c'est quand même un excellent signe pour L'Oréal. Et c'est ce qui prouve, enfin en tout cas au contraire de LVMH, que là vous avez une boîte qui est extrêmement résiliente et qui vaut le coup sur ces niveaux de bénéfices. Donc si on regarde voilà, du côté des niveaux de valorisation, vous voyez bien que on est sur des plus bas, hein, quasiment, voilà, on est sur des plus bas depuis 2019. Pourquoi est-ce que ça a baissé? Encore une fois, c'est parce que les attentes des investisseurs voilà, ont diminué. En 2021-2022, vous aviez une croissance à deux chiffres, également en 2019. 2020, voilà, il y a eu un souci à cause du Covid, hein, mais entre 2019 et 2022, globalement, vous aviez eu une croissance à deux chiffres. Donc forcément, voilà, quand vous passez d'une croissance à deux chiffres à une croissance à un chiffre, donc vous voyez, voilà, à 27 fois les bénéfices environ, vous revenez sur des niveaux de valorisation qui étaient similaires à ceux de 2018-2019, là où globalement vous aviez une croissance à un chiffre. Donc voilà, tout simplement, on revient sur des niveaux de valorisation qui sont corrects. Pourquoi? Parce que voilà, on s'attend maintenant à du 7-8% de croissance environ pour L'Oréal, mais on est loin des deux chiffres. Donc voilà, ça reste quand même assez intéressant, hein, sur les 329. Vous aviez quand même des zones support, hein, autour des 301, donc ça peut encore continuer de baisser. Le momentum n'est pas forcément bon, hein, vous le voyez, vous avez quand même une belle tendance haussière, mais à 330, ça reste quand même un très bon point d'entrée pour du long terme. Et contrairement à Pernod Ricard par exemple ou à LVMH, les prévisions restent quand même très correctes, hein. Vous avez de la croissance, ça va ralentir au fur et à mesure, mais vous avez quand même de la croissance. Là, on a du plus 3% de croissance sur le dernier trimestre. LVMH et Pernod Ricard, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas ça du tout. Donc, vous avez quand même de la croissance. Donc pourquoi pas voilà, L'Oréal à ce prix-là. On va passer enfin sur ASML, hein. ASML qui a également bien baissé. ASML, magnifique dossier sur le PEA, hein, un des meilleurs dossiers d'ailleurs qui existe. Vous avez un avantage concurrentiel qui est immense. On va pas parler de ça aujourd'hui, hein, on va juste parler voilà, de la valorisation et de la tendance. Voilà, j'avais dessiné voilà, une oblique baissière. Visiblement, je crois qu'on avait rebondi dessus voilà, le 11 novembre. On avait rebondi dessus. Donc voilà, on peut encore, voilà, il y a encore un potentiel de baisse, hein. Si la tendance n'est pas bonne, que vous avez des annonces des États-Unis pour des contraintes d'exportation vers la Chine, voilà, ça peut encore baisser. Donc la tendance est pour le coup clairement orientée à la baisse, mais à long terme, voilà. À long terme, ça reste quand même une formidable action. Là, on a d'ailleurs vu que ça a rebondi sur une moyenne mobile. Donc voilà, ça reste quand même très correct, hein. Au prix actuel, on paye environ 36 fois voilà, les bénéfices. Rappelez-vous, ASML, c'est un leader et un leader en monopole sur un segment qui est en forte croissance.
Le management s'attend à du 12% de croissance. Il va y avoir des améliorations de marge brute. On ne s'attend pas forcément à une amélioration de la marge opérationnelle puisque pour garder ce monopole, ils vont devoir investir conséquemment. Donc voilà, on s'attend surtout à une augmentation de la marge brute, environ 14% d'augmentation du profit brut jusqu'à 2030. Ça, c'est le milieu de la fourchette. À ce rythme de croissance de 14%, s'ajoute voilà, un dividende de 1% et vous avez environ 1% de rachat d'actions. Donc ça vous fait quand même 2% de retour à l'actionnaire qui s'ajoute aux 14% de croissance. Donc ça reste quand même assez intéressant. Au niveau de la valorisation, quand on regarde, surtout au niveau des bénéfices, voilà, en fait un DCF sur des valeurs de croissance c'est quand même extrêmement compliqué puisque en ajustant certains critères vous pouvez passer voilà, du simple au double au niveau de la valorisation. Donc c'est pour ça que là pour le coup pour ASML je vous propose pas de DCF, ce serait un peu trop compliqué. Le mieux voilà, c'est de faire une étude des multiples et surtout à quoi s'attendre voilà, au niveau de la croissance du bénéfice, le rendement attendu. Quand on regarde du côté des 5 dernières années, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le BER, il oscille entre 60 fois les bénéfices environ et 27 fois. Actuellement, on se trouve à 35 pour une croissance qui est annoncée à 14%. En plus de ça, cette croissance, elle a quand même une très très forte visibilité puisque vous êtes le seul acteur sur ce segment-là. Donc voilà, quand vous payez 36 fois pour un acteur en monopole et qui a une forte croissance avec un bilan soigné, un retour à l'actionnaire, honnêtement, je trouve ça quand même assez correct. Et puis en plus de ça, voilà, comparativement à son historique, vous avez quand même, vous êtes quand même sur un niveau de valorisation qui reste quand même assez attractif. Voilà. Donc pourquoi pas, voilà, sur les 36 fois les bénéfices. Et puis voilà, en termes de qualité, ça reste quand même indéniable. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec du Pernod Ricard. Donc voilà, moi, je suis actionnaire, hein, j'en ai acheté autour des 630. Et puis voilà, si ça continue à baisser et qu'on passe en dessous des 600, hein, rejoindre pourquoi pas les 580, j'hésiterai pas à remettre une cartouche pour renforcer ma position. Voilà ce que je pense du coup de ces 3 dossiers ASML, L'Oréal et Pernod Ricard. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, on peut en discuter dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!